Ouais, salut à tous, c'est Sturi, bienvenue pour le débrief, je pense, très attendu, de Double or Nothing, le premier pay-per-view de All Elite Wrestling. Tellement d'enjeux autour de ce grand événement, car All Elite Wrestling, mené par le richissime Tony Khan, Cody, les Young Bucks, Kenny Omega, partent avec de très grosses ambitions. Dans l'idée, non pas de concurrencer WWE, en tout cas ça c'est leur discours, mais de proposer une alternative en plus qui sera très présente médiatiquement, puisque je vous le rappelle, à partir d'octobre, probablement, une émission télé hebdomadaire serait diffusée de 2 heures, des pay-per-view, des stars, des moyens, du budget, de la production. Je vous donne mon ressenti dans un tout petit instant, mais avant toute chose, j'aurai un message à vous communiquer en toute fin de vidéo qui va concerner les jours, semaines à venir de la chaîne C'est ça le catch. Merci à tous de rester jusqu'au bout de cette vidéo, qui va pas être l'une des plus simples que je vais tourner. Non, je m'apprête à tourner quand même quelque chose de... Oulala. Hein, tiens, ah bah ouais, parce que Double or Nothing, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, je sais pas, il y en a certains qui vont arriver sur la chaîne qui vont dire « Oui, Sturi, t'es quand même bien salé sur WWE, est-ce que tu fais partie de cette bande de fans là qui veut voir la mort de WWE ?» Parce que c'est des trucs, limite, même ce qui s'est passé pendant le show, il y a acte de déclaration de guerre, les copains. Ah, c'est pas intelligent, enfin, je vais reprendre juste un aspect qui me caractérise et ce qui caractérise aussi, je l'espère au mieux, la chaîne C'est ça le catch en tout cas, parce que moi j'y apporte et c'est un peu ma ligne de pensée, je veux absolument pas, et ce n'est jamais mon intention de vouloir diviser les fans. Et je pense également que même une promotion qui va toucher beaucoup de monde médiatiquement ne doit pas le faire. Une petite indie à la limite qui fait une petite shoot, etc. Bon bah voilà, ça aura la portée un peu des réseaux sociaux, etc. Et puis voilà, de la fanbase. All Elite Wrestling, ils sont pas en indie. On n'est pas sur le niveau de Ring of Honor, avec tout le respect que j'ai pour Ring of Honor, on a dépassé un cadre, on a dépassé un niveau, ça va être très suivi, enfin, en tout cas, ils se donnent les moyens pour que ça le soit, pour que ça soit un peu mainstream, même si après, voilà, ils sont catégoriques, hein, ils vont pas faire du PG, ils vont être P14 d'ailleurs, voilà, interdit aux moins de 14 ans. Il y a un point sur ce show qui m'a énormément dérangé, j'en parlerai tout à l'heure, je suppose que vous vous doutez de quoi je parle, hein, Cody Rhodes. Comme ça aussi, ça vous donnera un peu le ton hein, de mon regard et de mon appréhension, enfin du retour que j'aurai sur ce Double or Nothing, voilà, qui a marqué, voilà, en plein milieu de show, une petite cassure que je voulais pas avoir. Hein, voilà, je vais passer une bonne soirée jusque-là, enfin bon, voilà, il y a des plus et des moins. Mais perdisons pas de temps, allons-y, la carte les amis, commençons. Alors ouais, je vais pas commencer par le kick-off, je vais commencer vraiment par déjà l'aspect production. Alors, éclairage nickel, ça le très belle, stage d'entrée honnête, voilà, c'est... Pas besoin d'avoir des trucs des 1000 et des cents, t'avais 2 beaux écrans, etc. Les catcheurs rentraient par 2 cercles. Alors, j'ai pas fait attention, je suis désolé, je sais pas s'ils ont séparé les heels et les face en fait pour leur rentrer, ce qui se fait d'ailleurs communément au Japon. Enfin, notamment, je pense à Dragon Gate, où là où les mecs étaient très séparés, où surtout les cercles, ça fait un peu penser à TNA, l'Impact Zone, où les catcheurs arrivaient de chaque côté de l'arène en fait. T'en avais qui arrivaient à droite, à gauche, hop, ils s'affrontaient. Est-ce que c'était volontaire, est-ce que c'était l'effet recherché, je sais pas trop. Mais bon, forcément, j'y ai pensé. Alors niveau caméra, on a du bon matos, hein. On est sur une production, je pense quand même, un cran supérieur à ce que propose Ring of Honor, et notamment ce qui avait été proposé à All In. Ce qui, en tout cas, était un point sur lequel je les attendais pas mal, All Elite Wrestling, et sans déconner, voilà, à part quelques mecs qui étaient un peu en retard, tu vois, dans les changements d'angle, etc. Enfin, ça doit être la prod. Je sais pas qui gérait vraiment la prod vidéo, si Cody était uniquement en Gorilla Position pour donner des consignes, plus sur les catcheurs, mais quel mec, tu vois, était dans le camion, comme on aime dire, qui est le Kevin Dunn, en fait, grosso modo, quoi. Qui est le Kevin Dunn qui s'occupe, tu vois, vraiment de la prod vidéo pour gérer les angles, etc. En tout cas, ils n'ont pas été trop dans l'abondance de gros zooms, tu vois, pour essayer de maximiser les impacts. Ok, ça ressemble beaucoup à WWE, mais en même temps, c'est WWE qui est un petit peu, voilà, je sais pas, il n'y a pas que, tu vois, du catch, ça se filme de manière, voilà, il y a plein de manières différentes de filmer du catch. On n'a pas encore, tu vois, on n'a pas une patte esthétique vraiment propre à All Elite Wrestling. On est dans un format qui est voilà, très proche de WWE, de WCW à l'époque, avec surtout un très bon éclairage, un éclairage un petit peu plus tamisé pour le public. Ça c'est pas pour me déplaire non plus, j'ai trouvé ça assez cool, mais voilà, on est quand même sur quelque chose, un schéma très classique et assez loin, tu vois, même des grosses indies UK, tu vois, Progress a vraiment sa manière
très propre à elle de filmer les shows. OTT c'est pareil. Bon là ça va, et je suivais le stream directement sur Fight. Pas de problème là-dessus par contre. Alors Fight, voilà, moi j'ai une connexion nickel, il n'y a jamais de plantage. Bon après j'ai une bonne connexion aussi internet, hein, merci la fibre. Le kick-off en revanche, les copains, qui normalement devaient être sur YouTube, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mis le kick-off en plein Casino Royale. Voilà. Toute la première partie du kick-off, si vous attendiez sur YouTube, vous étiez là, bah ils sont pas à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? C'est AFR Live Show? Ils sont pas à l'heure, Cody et les autres, qu'est-ce qu'il a... Blague, hein, voilà, des fois 3CFM on est en retard, des fois on est en avance, on fait des surprises, voilà, vous allez retenir que les retards, de toute façon c'est comme la SNCF, hein, on se souvient jamais des trains qui arrivent à l'heure. Casino, bataille royale, avec des règles, bon peut-être un peu confuses, mais pour essayer de pas proposer juste une bataille royale avec 21 mecs à l'intérieur, allez-y battez-vous. Ils vont arriver par groupe de 5, ce qui va générer en fait des petites pops. Tu vois, à chaque fois pour les catcheurs qui arrivent, et même quand ils arrivent à 5, ils se foutent sur la gueule pendant les entrées. Enfin, il y avait quand même quelque chose d'un peu anticlimatique, tu vois, surtout quand tu découvres les 5 catcheurs dans le ring. Moi je suis très surpris de voir, alors je vais déjà m'arrêter sur lui tout de suite, Dustin Thomas, donc le catcheur estropié qui avait plus de jambes, voilà, j'étais un peu triste qu'il ait pas eu une entrée un peu plus tard dans le show, surtout qu'il va avoir un spot un peu en début de match, enfin il va se faire attaquer direct, je crois que MJF va être son souffre-douleur, mais réellement, il va dormir jusqu'à son spot de fin, savoir quand les 21 mecs vont rentrer. Il va ne servir strictement à rien, à part de temps en temps, tu vois, pour qu'un heal se prenne un peu de hit, tu vois, et lui mettre un petit coup, mais il va vraiment dormir dans le coin. J'ai trouvé ça un peu dérangeant, et de manière globale, toute cette bataille royale, j'ai trouvé bien inférieure à celle qui avait été proposée dans la Over the Budget de All In, qui elle était super divertissante, très workée certes, mais très divertissante. Celle-ci, en effet, elle a un work, mais il y a quand même une grosse notion d'anticlimatisme, surtout, bah voilà, il y a des mecs qui... Bah voilà, ils n'ont pas eu de connexion du tout avec le public, ça a été... Ou alors, bon, tu vois, moi qui suis un grand fan du circuit UK, j'ai un amour profond pour Jimmy Havoc. Jimmy Havoc, là, il va débarquer dans le grand public, alors en effet, ça va faire plaisir à la grosse fanbase UK européenne de voir Jimmy Havoc sur le truc, mais il arrive, tu vois, pour ce autre grand public qui va vraiment découvrir le produit, Jimmy Havoc, c'est... Enfin voilà, quoi, c'est un mec qui, pour moi, méritait, tu vois, une réelle introduction. Là, il fait partie des gothiques, tu vois, dans South Park. Mérite mieux. Enfin bon, bref, ça c'est mon ressenti, mais voilà, j'ai trouvé que la manière de présenter certains catcheurs ont eu des petits moments, tu vois, dans le ring pour eux. Voilà, il y en a certains qui ont voilà, une connexion un peu naturelle avec les gens, mais bah voilà, j'ai pas été entièrement satisfait. C'est bien de faire une bataille royale quand t'as un produit installé que tout le monde est plus ou moins connu, quoi. T'imagines quand même que des meilleurs pop, peut-être même la meilleure pop de cette bataille royale, ça a été l'entrée de Ty Dillinger. Sean Spears, impeccable, tu vois, les gens, Ten, etc. Bon, il est en pantalon, il a changé de coupe de cheveux, il a quelques petits moments dans le ring, bon, ça va encore. Après, il se fait éliminer, encore une fois, de manière totalement anticlimatique par Dustin Thomas. J'ai trouvé le mouvement un peu maladroit, j'aurais préféré qu'il se fasse éliminer par MJF, qui même... Je serais pas étonné, tu vois, qu'ils démarrent un programme ensemble par la suite. Jimmy Havoc va éliminer Jungle Boy, ça c'est un détail qui est important pour la suite. Il va l'éliminer, en plus c'est bien crade. Il va vraiment lui mordre les doigts qui lui tenaient la corde. Et Jimmy Havoc, pendant tout le match, se comporte un peu comme un heel. Et là encore, ça a du sens pour la suite du show. Il y a beaucoup de choses à dire. Enfin voilà, Orange Cassidy, surprise. Bonne surprise de voir Orange Cassidy sur le truc, mais alors... utilisation zéro, quoi. C'est quoi? C'est faire un clin d'œil à l'indépendant. J'ai vraiment l'impression, tu vois, que ce match, c'est... Ok, on donne nos racines, mais... Et en fait, ça me gêne. Il y a des trucs... J'aime bien voir des délires de catch indépendant dans l'indépendant. Petite salle, 300, 400 personnes. Voilà, j'ai l'impression que tu vois que je suis à une petite soirée cool. Mais là, tu vois, t'es dans le grand bain. Et le gros délire, je le ressens... Enfin, je le vis pas super bien, en fait. Et pourtant, on a eu un public qui était... qui jouait le jeu, grosso modo, mais... Ah, il y a pas mal de choses un peu anticlimatiques. Et notamment, voilà, ça va être mon dernier point. Alors, MJF est une grosse star. MJF... RS, MJF, parfait, très bien, super. Alors oui, avant d'arriver à ce point-là également, je suis désolé, je n'aime pas du tout Luchasaurus. Déjà quand il était Judas Devlin à la FCW, et puis même le parcours, tout ce que j'ai vu de lui par la suite. Voilà quoi, c'est juste le mec gimmick trop dark, masque bizarre, etc. Il a des moves. Enfin, en fait, si tu veux, c'est un peu un catcheur qui a des moves qui lui correspondent pas trop. J'ai l'impression, tu vois, j'ai un peu cet effet-là avec Punishment Martinez, vous savez, pour ceux qui suivent 3CFM, que j'ai un problème avec Punishment Martinez qui est aujourd'hui à NXT, et j'espère en tout cas qu'il évoluera dans le bon sens, mais Luchasaurus, non,
Je connecte absolument pas avec ce délire où là encore, tu vois, me le présenter dans une bataille royale, c'est pas le bon plan. C'est absolument pas le bon. Il y a des catcheurs de bataille royale. Brandon Cutler, c'est un catcheur de bataille royale. Ça va. C'est ça. On sait que c'est pas over, que c'est de la mid-card. Et que ça va servir, tu vois, à mettre en valeur. Sonny Kiss, c'était très bien dans la bataille royale. Il a rien fait. Voilà. Tommy Dreamer pour la bonne pop un peu nostalgique. Ça va. Et le 21ème. Le 21ème, donc le Lucky 21, le Joker, n'est nul autre que celui qui avait un match normalement prévu sur la carte principale contre Pac, c'est Hangman Page. Hangman Adam Page, tu vois, ils le préciseront très très bien, à tête des commentateurs, donc oui, c'est vrai que je pourrais parler aussi des commentateurs, là, c'est quoi, Alex Marquez. Oh, Alex Marquez, alors autant à côté Excalibur, génial, voilà, avec de l'expérience. Alex Marquez, c'est pas un mec qui vient du catch, non, je sais pas, il doit commenter les jeux de fléchettes ou le golf, mais... Oh, soporifique. Bienvenue pour ce prochain combat, un combat de catch qui mettra en scène deux catcheurs représentant deux clans différents. Une grande animosité règne entre eux. Non, arrête. T'as une excitation qui est pas possible autour de ce show et t'as un mec qui est là ouais, alors, qui a une analyse mais technique avec un ton de voix un peu soporifique. Alors quand en plus il y avait que lui et Excalibur. Excalibur ça va. Puis après pour le show principal il y aura Jim Ross. Je reviens sur Hangman Page, sinon je vais pas finir. Voilà, il l'appelle Adam, parce qu'il n'y a plus Adam Cole maintenant dans le Bullet Club, donc on essaye de réinstaurer Adam. Il arrive, la pop est perceptible, en effet, il a un mouvement, il a 2-3 mouvements un peu chauds, tu vois, dans le début du match, et ça cut, grave. Enfin, le finish est pas super, super excitant, outre mesure, enfin, ça va, mais la pop, pour la victoire, tu vois, d'Hangman Page, ok, elle est là, parce que... Bah, quand Mike Page il arrive, tu te dis, voilà, c'est lui qui a le champion matériel. Il arrive en vendant le genou, mais tu sais qu'en plus, il va pendant le match, il va utiliser son genou, mais de ouf. Voilà, il va faire tous les moves qui utilisent son genou. À un moment, il veut porter Ace Romero, qui fait 200 kilos. Il essaye de le mettre, mais tu réfléchis, à un moment, tu vois, c'est pour ça. Déconnecté. Tu ris, oh, cette bataille royale, ouais, alors ok, cool, tu vois des mecs, et pas une bonne bataille royale, hein. Non, enfin moi je l'ai pas aimé, en tout cas, vous l'avez peut-être trouvé bonne, divertissante à votre goût, mais... Moi, personnellement, j'ai pas du tout aimé cette bataille royale. Je l'ai vraiment pas aimé. Hangman Page, ok, gagne. C'est dans le pré-show, ça a pas l'air huge, tu vois, sa victoire, alors que bah, il se retrouve challenger au championnat majeur. Et je pensais vraiment, tu vois, que All Elite Wrestling, sur cette première heure gratuite, pour vraiment te vendre le pay-per-view, parce que c'était leur but. Hein. Alors là, ils ont vendu pères et mères, les commentateurs, pour dire achetez le pay-per-view derrière. Hein. Attention, vous allez sur Fight, vous allez sur votre box télé, je m'en fous. Allez-y, il faut l'acheter, mais pour moi, tu vois, il y a manqué ce truc pour te dire hé, regarde ce qu'on va t'amener. Et pour moi, le 21e catcher devait être cet élément qui te dise ouais, ok, on te fait une surprise, et là, tu t'attends pas à ce que ça soit, j'en sais rien, ils ont gardé la grosse surprise pour beaucoup plus tard. Mais voilà, un peu complexe. Le deuxième match de ce kick-off, buy-in, un match de poids moyen, de cruiserweight, comme tu peux voir à 205 Live, tu vois, entre Kip Sabian et Sammy Guevara. Alors on sent que Sammy Guevara, c'est un petit projet quand même hein, pour All Elite Wrestling, parce que voilà, l'ancien champion cruiserweight, enfin poids moyen, voilà, de AAA au Mexique, avec qui All Elite Wrestling entretient de bonnes relations. Kip Sabian, qui est un catcheur britannique, voilà, qui est un petit peu en éclosion, mais voilà, qui a toujours circulé un petit peu en dehors, tu vois, des grosses cylindrées. Les plus rêve pro, tu vois. Et c'est pas un catcheur que tu vois chez Progress. Je sais pas s'il a fait OTT, voilà, c'est pas, tu vois, il est un petit peu en dehors du gros circuit WWE, et là tu sens, voilà, qu'il y avait ce projet Elite Wrestling pour lui, et bon, ok. Et Kip Sabian, il arrive, il a pas, pour moi, la réaction que lui peut-être pouvait attendre, j'en sais rien, mais pour moi, voilà, c'est une réaction, honnêtement, enfin sans déconner, c'était bien, hein, une bonne action, hein, un bon match de cruiserweight, mais avec des fans un peu plus investis, c'est cool. Mais c'est. Voilà, il y a des mecs de 205 Live, ils ont pas grand chose, tu vois, à leur envier, tu vois, sur un. Parce que moi, j'ai vraiment associé, tu vois, au match de pré-show de 205, avec, ouais, un public qui se met un petit peu. Merde, en plus, enfin. Excusez-moi, hein, mais Sammy Guevara, il a 14 ans, donc voilà, déjà cette entrée avec ce panda là sur la tête, s'il te plaît, quoi, ce panda, c'est délire quoi, t'as l'impression que t'es une convention geek, tu vois, avec tous les mecs, les nanas qui sont déguisés en panda, je suis sûr que certains d'entre vous ont cette tenue intégrale de panda qui leur sert de chemise de nuit qu'ils ont acheté 25 balles à Paris Manga. Non, non, tu vois, j'ai pas réussi à m'investir. Que un bon match de catch, ok, c'est bien, si vous les avez découverts, tant mieux. Mais j'ai un gros manque de personnalité pour moi dans ce que j'ai vu à ce moment-là. Donc je peux te dire, bataille royale pour le moment, et le kick-off, là, le match du kick-off, je démarre pas bien. Je démarre pas très bien. Je démarre, bon, bah,
Mais heureusement que ce match n'était pas dans la carte principale, parce que là, allez, on passe aux choses sérieuses, le pay-per-view commence, on a d'ailleurs... Mais c'était avant que le pay-per-view commence, Cody Rhodes, Brandy, Omega, les Young Bucks, qui, Welcome to WrestleMania. Voilà, mais le leur, en fait, de Welcome to Double or Nothing. Voilà. C'est très bien, hein, on part en guerre. Et déjà, tu vois, des petites piques hein, sur WWE, vous verrez. Mais il y a déjà, tu vois, un peu de sel qui donnait vraiment hyper gratuitement. Hymne américain pour commencer. Bon, allez hop, hein, voilà, les traditions se reprennent. Hein, on va pas faire différent, hein, finalement. 3 contre 3, super choix d'opener d'ailleurs. SCU, Sokal Uncensored, 60 années d'expérience cumulée, tu vois, entre les trois hommes, Kazarian, Chris Daniels et Scorpio Sky. Bien m'attarder sur Scorpio Sky, vous allez voir. Face à eux, ceux qui ont quitté Dragon Gate pour créer et s'implanter à Oriental Wrestling Entertainment en Chine. Donc Shima est certainement pas chinois, hein, Jim Ross, hein, voilà, Jim Ross que j'aime bien, hein, ça va, j'ai beaucoup de respect pour Jim Ross, mais... Donc Shima, T-Hawk et Lindemann. Lindemann qui, à part avoir fait des deadlifts German, tu vois, sur le truc, a pas montré grand chose. À part prendre un peu de hit, j'étais un peu déçu de voir Lindemann très en retrait de T-Hawk et de Shima. Donc, sans déconner, c'est un super match de catch, hein, pour parler vraiment du combat. Je suis juste un peu, voilà, un peu surpris, étonné qu'on était vraiment dans une configuration face contre face, avec SCU qui commence leur promo comme d'habitude en disant Las Vegas c'est peut-être la pire ville dans laquelle j'ai jamais été. C'est-à-dire que leur gros truc de heal les dépasse pour devenir des faces, et si toi tu connais pas SCU, que tu veux t'intéresser à ce pay-per-view parce que t'es hypé sur les médias ou what, et que tu viens pas vraiment de l'indie, tu te dis ok, les mecs ils disent la ville elle est pourrie, mais ils sont pas pourris, parce que je suis perdu. Et voilà, j'essaye toujours de réfléchir comme ça, et ça me gêne un tantinet, vraiment c'est être bégueule, hein, parce que derrière le combat, waouh, c'était bien, hein. Ça c'est un bon opener, hein, ça a mis les gens dedans, grosse ambiance, là on a vraiment, tu vois, un parallèle que tu peux faire avec les grosses foules NXT, bien vocales, avec en plus, tu vois, des catcheurs qui n'ont pas été encore présentés, parce que c'est tout début, tu les connais par leur passé, pour la plupart. Et mon point va vraiment s'arrêter sur bordel de Scorpio Sky. Scorpio Sky, il est chaud, hein. Scorpio Sky, ça vole, déjà, super bien, c'est méga fluide dans les transitions, et dès qu'il fait un truc, il chope une pop naturelle. Mais vraiment, là je le dis vraiment avec le cœur, j'espère vraiment que Scorpio Sky, il aura un truc solo. Rien contre SCU, hein, mais il aura un truc solo, tout en restant, tu vois, avec eux, mais qu'il aura une aspiration à un truc solo par la suite, hein, dans les mois à venir, hein, bien sûr, dans les Wrestling, on est au début. Mais la vache, Scorpio Sky, il faut pas qu'il reste, tu vois, effacé derrière la grosse présence de Christopher Daniels, l'expérience de Kazarian, forcément, Sky, cette progression, c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Moi, j'étais, voilà, très, j'ai adoré. Et impeccable, hein, pour les ex-Dragon Gate, c'était super, hein, Stronger, c'est pas mal. Hein. Non, franchement, super combat pour ouvrir le truc avec, voilà, mon petit pinaillage, hein, voilà, vous l'excuserez. Le match féminin, un triple sweat match avec Kylie, j'ai oublié de parler du Librarian. Du truc là qui a eu pendant le kick-off avec Alicia Atou qui a interviewé justement Kylie Ray. Kylie Ray qui était un peu effrayante d'ailleurs en visage comme ça. Il y a un petit malaise avec Kylie Ray, j'avoue, le personnage est un peu malaisant, et je trouve ne rend pas du tout hommage à la catcheuse brillante, j'en parlerai dans un instant. Et The Librarian, Peter Avalon, Leva Bates, qui est le bibliothécaire qui fait chut, etc. Alors j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont trouvé le malaise sur ce segment, j'ai trouvé ça un peu fun. Et c'est voilà les petites touches, tu vois, de légèreté que j'aime bien par exemple chez WWE, et sans aller chercher ouais on copie ce genre de truc là, c'est du catch, ça existe depuis longtemps, tu vois, et cette petite légèreté qui m'a vraiment pas déplu. Donc Kylie Ray pour le match féminin va affronter Britt Baker, le docteur Britt Baker, et Nyla Rose, et qui se pointe à la fin, une fois que les trois catcheuses sont dans le ring, Brandy Rhodes, Brandy Rhodes, qui arrive, hein, la chef officer, tu vois, de la division féminine de Elite Wrestling, la Stephanie McMahon, grosso merdo, hein, voilà, tu peux... C'est bien, elle arrive en tenue. Et là, j'ai le poil qui s'érisse, elle arrive en tenue. Elle va pas se mettre dans le match quand même. Bah non, elle va pas se mettre dans le match. Elle a dit qu'elle allait rendre les choses awesome, et qui se pointe les copains. Alors ça, punaise, personne s'y attendait. Awesome Kong arrive. Eh oui, Karma, WWE, voilà, pour faire un lien. Hein, Karma, grande catcheuse au sud, voilà, de TNA en son temps, même du circuit féminin indépendant, mais aussi, voilà, elle a été au Japon aussi, Awesome Kong, alors c'est pas rien.
quand même voilà, une valeur sûre, mais une valeur vieillissante aussi. Voilà, c'est Awesome Kong, c'était bien pour la nostalgie. Elle est la reine des allocs d'ailleurs dans la série Glow, elle apporte beaucoup dans la série Glow, super actrice. Alors là, talent d'actrice superbe dans un rôle en plus qui est totalement différent de ce qu'elle incarne quand elle est sur les rings de catch. Et je crois qu'elle n'avait pas catché depuis voilà longtemps. Et là, ouais, chouette moment, en tout cas, elles vont vite se neutraliser. En fait, l'idée, c'est que elle et Nyla Rose, vu que c'est des gabarits similaires, etc., elles se neutralisent à un moment. Elles vont pas... Enfin, Awesome Kong, voilà, c'était chouette l'effet, mais après, in-ring, ça a peut-être pas apporté grand-chose à part impliquer un peu plus le public dedans, parce qu'on part quand même sur une dimension un peu inconnue. Britt Baker, en effet, ils veulent en faire une star. Kaylee Ray, ça en reste encore obscur. Nyla Rose, malgré le buzz que ça a suscité, parce que elle est voilà, elle pleinement issue de la communauté transgenre, bah ça reste, tu vois, il y a une connexion qui se fait pas, qui n'était pas faite, tu vois, directement avec le public. Donc Awesome Kong, c'était un bon atout, bien joué, et puis voilà, puis ça nous épargnait, tu vois, de voir Brandy Rose, qui restait aux abords du ring d'ailleurs sans aucune raison. Elle est restée, il y avait des plans sur elle, genre elle réagissait, mais en faveur de quelqu'un ou autre, est-ce qu'elle coachait? Pas trop. Et, donc je le disais, Nyla Rose et Awesome Kong, je vais pas m'y attarder, elles se sont neutralisées. Il y a eu une séquence de fin vraiment que j'ai trouvé très très bonne, et même pendant tout le match, Kylie Ray, c'est, alors au-delà de la gimmick qui peut en effet rappeler Bayley, malheureusement il y a un aspect un peu gnangnan qui peut être vite agaçant. In-ring par contre c'est... J'ai été bluffé, Kylie Ray. Elle m'a tué. Elle a une fluidité sans faille, les super kicks, tu vois, dosés, etc. Enfin là-dessus, très agréable à voir évoluer dans le ring, Kylie Ray. C'est... Alors, elle, pour le coup, ça va vraiment être, je pense, une force pour cette division féminine, parce que, en termes de work rate, elle va susciter des réactions par ce qu'elle fait dans le ring, principalement, et je pense même plus que son gimmick. Son gimmick est fort, en effet, mais elle va attirer beaucoup plus. Par contre, Britt Baker, je suis désolé, les copains, en effet, elle est jolie, athlétique, tout ce qui va bien, c'est Madame Adam Cole, mais il y a quand même un petit peu le star power, il y est pas encore. Ah, il va falloir cravacher. Il va falloir cravacher et renforcer cette division féminine. Mais quand tu vois qu'aujourd'hui, le catch féminin, les talents sont pillés de partout. Alors, il y a une annonce pendant le show de l'arrivée prochaine de Sadie Gibbs, qui, pour la petite histoire, alors là, c'est Régis Béréchel de West Catch qui pourra en témoigner. Je le fais chier pour qu'ils prennent Sadie Gibbs chez West Catch. Enfin, je le faisais chier parce que maintenant, on ne veut plus rien avoir. Mais Sadie Gibbs, voilà, le jour où je l'ai repéré, il y a un peu plus d'1 an, tu peux te poser la question aussi à Shanna Napoléon, tu vois, avec qui j'en ai pas mal parlé. Je voulais avoir Sadie Gibbs en France, vraiment pour présenter une catcheuse différente, avec des capacités athlétiques un peu, bah voilà, très, très différentes de tout ce qu'on voit en général dans le catch féminin. Et forcément, tu vois, elle a tapé dans l'œil des Bucks, etc. Et elle arrivera prochainement dans la compagnie. Donc voilà, faut voir comment elle se renforce. Et puis il y a aussi la division japonaise. On y reviendra tout à l'heure quand on parlera du match de Joshi, le 3 contre 3. Bah, il faut que j'avance parce que cette review va être longue, hein, mais en même temps, elle vous occupera, hein, voilà, on va dire ça. On va passer au match tag, les amis, match tag suivant. Bah, beaucoup de matchs par équipe et tu sens quand même qu'il y a une ambition, hein, de vraiment construire cette division par équipe, avec Jack Evans et Angelico contre les Best Friends, qui ont un titantron génial. Un titantron où t'as des aliens, des gens qui se tiennent la main de la fin du monde. Oh, vu qu'il leur arrive, voilà. Et eux, c'est l'amitié avant tout. Et Trent Barretta de Chuck Taylor qui arrive, voilà, grosse ovation pour les deux. C'est plus Jack Evans qui, avec son côté très grande gueule, va porter un peu le côté heel. J'ai trouvé Angelico un peu effacé dans le délire. Alors, je suis pas un grand fan d'Angelico, en effet. Bon, il a une bonne carrière, hein, il y a des bonnes choses avec lui, il a une petite place, mais bon, déjà je suis content de le revoir avec Jack Evans, parce qu'Angelico en solo, j'ai souvent bien du mal. Ok, bon, c'était un très bon match de catch par équipe, voilà, si vous vouliez découvrir les deux équipes, c'était bien, voilà, il y avait des trucs fluo, violets, verts, pardon, qui bougeaient dans tous les sens. On a vraiment compris, tu vois, si tu les connais pas, tu comprends la liaison entre Chuck Taylor, Trent Barretta, tu vois, le côté, voilà, super, on est des best friends, tu vois, my best bro, tu vois, vraiment, ça c'était bien en termes d'introduction, voilà, les personnages sont bien présentés. Pour une première, c'est efficace, l'in-ring est très bon, voilà, rien à dire sur l'in-ring, mais il est sans faille, le match est pas trop long, il y a de la bonne action, les best friends gagnent, pour moi c'est le bon choix, parce que bon, déjà plus over avec le public, et comme t'es un peu sur une idée de faire un showcase, pour cette première, tu fais gagner, tu vois, les good guys. Et fin du match, les lumières s'éteignent. Tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe. L'Undertaker, pas du tout. Les Super Smash Bros, voilà, qui s'appelleront plus, je pense, les Super Smash Bros, peut-être pour des questions de droit, chez Elite Wrestling. Player Uno et Player DOS, que moi je voyais plus trop dans le circuit indépendant, ça faisait longtemps. Je voyais plus trop invités aux soirées, tu vois, au truc un peu prestige. Enfin bon, je pense qu'ils ont continué, notamment du côté du
du Canada où ils ont beaucoup catché. Evil Uno, donc ouais, parce que là c'était Evil Uno, Player Dodge, je sais pas là aujourd'hui comment il s'appelle, c'est pas. Ça s'appelle pas Stu quelque chose, Player DOS. Donc je sais pas, ils les ont pas. Même les commentateurs les ont pas nommés, je même été surpris quand même qu'il y ait des chants Who Are You, quoi. On a quand même une fanbase hardcore, quoi, tu vois. Non, Who Are You? Vraiment? Bon, ok. Et il y a cette petite mise en scène un peu cool avec, je sais pas, là, ils ont leur petite armée de mignons, mais qui sont pas très mignons, tu vois, ils sont. Avec des masques noirs qui me rappelaient un peu Delirious, voilà, ils étaient tous, voilà, avec des physiques par contre, certains des bons physiques et d'autres totalement disgracieux. Donc ils ont toute cette petite armée avec eux et on présente, tu vois, une nouvelle équipe qui va venir foutre le bordel dans le truc. Et par contre, in-ring, voilà, si vous connaissez pas les deux catcheurs, les Super Smash, c'est très bien. C'est très très bien, je suis content de les voir dans cette position-là, et je pense que même créativement, ils apporteront quelque chose de plus à cette division, tant très bien. On sent vraiment que les Bucks, ils ont vraiment été piochés du solide, du très solide pour cette division tag. Ça fait plaisir. Donc on fait un match masculin, masculin, rematch féminin, Joshi Puroresu Exhibition Match, le projet de Kenny Omega. On a l'équipe, tu vois, des babyface avec Ryo Abe, Ryo Mizunami et bien sûr Hikaru Shida, qui elle pète un peu le charisme de son entrée, de la manière dont voilà, elle pète quand même le truc. Dans le ring ça se perd un peu, dans le ring ça se perd un peu, oui. Voilà, à prolonger, tu vois, l'histoire à approfondir. Et celle qui comprend la position de Rudos, hein, voilà, je fais même des allusions au Mexique, je suis incroyable, parce que bon, elles sont quand même menées par l'illustre Aja Kong, hein, voilà, qui a 48 ans, mais que je suis très très content de voir là, et puis d'avoir eu un bon accueil quand même de la part du public. Quand même une nana qui a évoqué le Tokyo Dome, hein, c'est pas rien. Et rempli, hein, sold out. Elle a sold out le Tokyo Dome. Hein. Aja Kong, quand même, dans les années 90, c'est phénomène. Voilà, c'est une de mes catcheuses préférées ever. Aja Kong, c'est peut-être pas ma catcheuse préférée de tous les temps. Ça se bataille, bien sûr, avec Manami Toyota, vous en doutez bien. Donc avec elle, t'as Emi Sakura, qui s'est fait un petit cosplay Freddie Mercury, qui était bien accueilli. Et Yuka Sakasaki, qui, alors là, je me suis dit, là, il y a un décalage, parce que j'aurais plutôt vu du côté des babyface. Hein, voilà, je suis pas vraiment... Parce qu'elle est un peu, voilà, très kawaii, très mignonne, très énergique, très... ça va, tout va bien. Ibuki, tout ça, voilà, c'est pas, elle vient pas de chez Ibuki. Hein, calme-toi, hein, puriste de Joshi, hein, je déconne, mais tu sens que c'est, voilà, le délire, allez, on est mignon, on fait des trucs comme ça, c'est... Bon, ok, ça présente, voilà, ça présente, et c'est typiquement, tu vois, le genre de match qu'on avait dans les années 90, bon là, qui vont plus me faire penser, tu vois, aux divisions Cruiserweight, parce que le Joshi, les 3 contre 3, chez All Women Japan, etc., c'était un niveau largement supérieur à celui-là, hein. Dans les rings, hein, même dans la prise de risque, etc. Là, c'était un peu soft. En effet, il y a des trucs fun. Elles ont eu un très très bon accueil de la part du public, qui s'est pas du tout fait chier pendant le truc. C'est rien à voir quand les catcheuses japonaises, elles venaient chez WWF dans les années 90 et qu'elles pouvaient faire des trucs de folie dans le ring, autour d'Alundra Blaze, les gens s'en battaient le nœud, et Vince McMahon dit « Oh, what a maneuver !» Et parle-nous de Bret Hart, d'ailleurs, et comment il va Bret Hart? Là, non, tu vois, intérêt du public, on vient de découvrir un truc, et je pense qu'il y a beaucoup de fans qui ont découvert que le Joshi Puroresu, c'était cool. Alors moi, j'adore le Joshi Puroresu, mais surtout des années 90. Moi, je suis un très grand nostalgique de cette superbe époque où c'était la guerre. C'était, oh là là, dans le ring, il se passait des... Oh, mais ramenez, tu vois, faire des petits showcases avec des catcheuses qui vont peut-être venir de là, de ci, de là, parce que sous demande de Kenny Omega qui kiffe ça et qui veut vraiment, tu vois, que ça s'intègre comme l'équivalent des Cruiserweight à l'époque chez WCW. Alors ok, super, parce que c'était super digeste, c'était bien, tu t'es content de voir des visages frais, des visages nouveaux. En revanche, ce qui va un peu moins me plaire, je pense, c'est que là, dans leur délire, les victoires comptent, les défaites comptent, etc., est-ce que les japonaises, elles pourront concourir dans la division féminine? Est-ce que Nana, qui est toujours dans les équipes 3 contre 3 et qui gagne des matchs, elle aura un title shot, hein, à Britt Baker, qui soit probablement la première championne, on n'en sait rien, mais ouais, moi j'ai pas envie qu'elle soit que mêlée comme ça, quoi, ou même qu'il n'y ait pas que les japonaises entre elles. Qu'il y ait une américaine, une canadienne, une européenne, tu vois, qu'on mixe un petit peu les trucs, mais la formule des 3 contre 3, elle est vraiment très très propre au Joshi Puroresu, et voilà, je pense qu'un mec même comme Fresh Wrestling Beast, que je salue, là, qui est au Canada, qui s'entraîne avec Landstorm, il a dit, voilà, je déteste les 3 contre 3 chez WWE, notamment les 3 contre 3 féminins, et il s'est dit, ok, c'est cool, mais bon, il y a l'effet nouveauté aussi, attention, l'effet nouveauté fait beaucoup. Donc victoire au final de Hikaru Shida, parce que tu sens que c'était celle qui allait briller, tu vois, dans le match, donc Hikaru Shida remporte le match, les gens sont contents, RAS, voilà, il y a eu quelques petits botches, bon, allez, soit, tu vois, les petits botches là, ils sont totalement pardonnés. Alors par contre, l'arbitre là, Audrey, je sais plus, Audrey comment? Audrey, elle s'appelle Audrey.
Cette arbitre, elle est géniale. Parce qu'à un moment, elle va compter 2. Les gens, enfin, le ring announcer va penser que c'est 3. Enfin, le mec qui tire la cloche. Ils vont sonner la cloche, ils vont même balancer la musique, etc. Non, il y a 2. Et là, elle le regarde des yeux. Non, c'est moi qui décide, il y a 2. Tu vas pas commencer à me casser les couilles. Il y a 2. Je t'ai dit, il y a 2. Audrey, elle a géré. Audrey, grosse présence. Super, Audrey. Bien, Audrey. Bah, très bien, très bien. Même les arbitres, hein, de manière générale, c'était... Oh. Allez, le drame. Le drame arrive. Ah, des frissons. Cody contre Dustin, les frères Rhodes qui se clashent, enfin, dans un format qu'ils auraient toujours rêvé d'avoir à WrestleMania chez WWE, qui est né quand même d'une incroyable frustration. D'ailleurs, Elite Wrestling, tu sens que c'est quand même né d'une incroyable frustration de Cody Rhodes. En tout cas, c'est cette frustration qui a amené Tony Khan à se dire viens, on va faire du business. Et ça y est, on y est, Cody contre Dustin. Voilà, qui n'a rien à voir avec leur match à Fastlane, hein. Stardust contre Goldust, là on n'y était pas. Là on va rendre les choses épiques. Ah, épique. Épique. L'entrée de Cody Rhodes, le plan sur un trône avec la croix de fer, tu vois, le truc de Triple H. Et puis les crânes. Je me suis dit, il a pas osé. Il va pas faire volontairement une référence à Triple H parce que moi, quand je vois Cody Rhodes, je me dis merde, c'est Triple H de plus tard, quoi. C'est les politiques. Alors, qui aura le plus gros ego entre les deux, quoi. Triple H, un peu drôle de penser que c'est Johnny Hallyday. Cody Rhodes, il a encore des choses à écrire avant d'être Johnny Hallyday. Il a gagné combien de championnats, etc. Quel legacy là, tu vois. Quand t'as une legacy énorme, tu fais l'inokayisme, ok, t'as les entrées incroyables du Great Muta parce que t'es. Voilà. Hein, mais Cody, sincèrement, à part avoir monté ce projet, en effet, sa carrière chez WWE, ok, elle est frustrante uniquement. Dans le circuit indépendant, de manière générale, ok, il a remporté quelques trucs, mais c'est quand même l'incroyable monsieur 3 étoiles, hein, voilà. Mais là, il a le pouvoir créatif. Donc il peut être Jésus. Il peut être Jésus, Cody Rhodes, il n'y a pas aucun problème. Donc il y a ce trône, il va le regarder. Il va regarder le trône, il est accompagné forcément par Brandi Rhodes. Brandi, enfin, il va soulever la jupe du ring et il récupère sous le ring un sledgehammer. Où vous allez? Qu'est-ce que vous faites? Vous me faites peur. Attention. Il prend le sledgehammer, il remonte l'entrée pour aller défoncer la gueule du trône. Il met juste un coup dans le trône, il y a un petit effet, tu vois, de psh, etc. Le symbole, tu vois, de la guerre déclarée à WWE. Là, tu peux pas pire. Alors là, mais est-ce que c'est... Mais, Cody, sincèrement. Cody, si tu veux déclarer la guerre à WWE, pourquoi tu déclares la guerre à putain de Triple H? Triple H, il se bat pour donner aux fans des trucs comme on a à NXT, il se casse le cul quand même à se dire mais merde, Vince t'es en train de déconner. Voilà, faire un symbole pour dire à Vince McMahon, ok, voilà, parce que même Dustin Rhodes, quand il était en interview à la fin du show, parce qu'il y a eu tous les interviews, ça j'aime bien, il y a des conférences de presse avec tous les mecs qui répondent 10 minutes à des questions de plein de journalistes, les journalistes du web, les fameux, les médias, tout ça, voilà, et voilà, au moins Goldust il dit, ouais, attention Vince McMahon, tu vas marcher au cul. Ok, c'est là, si tu veux vraiment aller taper sur tu vas pas taper pour Triple H, en effet, il a une petite influence backstage, il gère NXT, il gère ça bien. Voilà, pourquoi tu vas taper sur Triple H? Parce que c'est le symbole, selon toi. Alors, ça a été bien reçu par les gens. C'est de manière générale, même je regardais les réactions sur Twitter, même les collègues youtubeurs, etc. Ouais, super, ça j'aime, etc. Ce côté provoque, ouais, super. On va dans un truc un peu, voilà. Ah, ouais, mais moi aussi, j'ai connu la ECW dans les années 90. Enfin, je l'ai connu plus tard. J'avais Internet, tout ça. C'était de la provoque sans arrêt, WCW. La provoque, mais ça... Mais c'est pour moi, enfin cette provoque là, putain, je le perçois tellement comme un énorme manque de maturité. Ok, c'est les ados qui sont en pleine crise. Voilà, parce que quand Triple H lui il fait une vanne, il fait une shoot, il a fait pas pendant un match, pendant son entrée, etc. Il a fait pendant une petite promo. Voilà fame, voilà ça passe parce qu'on est dans un contexte qui est un peu hors fame. Tandis que là ça apporte quoi, grosso modo, à l'histoire. Surtout, ça va être le moment de Cody Rhodes, tu vois, contre son frère, contre Dustin. Et tu viens nous casser les couilles avec, tiens, je vais libérer ma frustration contre Triple H et je casse le trône, etc. Et oh, je suis content avec Cody, oh là là. Non, ouais, franchement, ça c'est pas passé. Ça m'a cassé le truc. Et au moins, Dustin Rhodes, lui, il vient, il regarde le truc, il fait ok, il s'en bat les couilles parce que lui, il a un match important derrière, il est focus, hein, par contre. Dustin Rhodes, Goldust, le gros charisme du Goldust business.
qu'on aimait bien voir, notamment du côté, enfin quand il y avait Brotherhood justement avec Cody à un moment donné dans sa carrière. Enfin voilà, là il fait passer vraiment des putains de grandes émotions. Il y a un short de Dusty Rhodes au début du match, les mecs pleurent, etc. Enfin voilà, quand ça vient de Cody Rhodes, des fois je me dis, c'est vraiment, enfin j'ai dû... Cody Rhodes, j'ai une cassure là qui vient de se faire, mais encore plus forte que d'habitude. Et vous allez me dire, ouais, Sturie, là, tu rages, allez, hop, c'est bon, c'est léger, c'est une petite shoot comme ça, voilà. Mais pour une compagnie qui, enfin, pour Tony Khan notamment, qui dit on cherche pas à concurrencer, etc., est une opportunité. Mais il m'a même joué le Jean-Michel Langue-de-Bois à la fin du show, en disant alors, la référence de Cody à Triple H, vous dites, vous êtes pas en guerre, c'est quand même costaud. Ah non, on est pas en guerre, non, non, on est une alternative, voilà, je m'intéresse pas à ce qu'ils font, s'ils y arrivent tant mieux, tu vois, c'est bien, parce que bon, à une époque c'était bien, il y a 12 ans, voilà. Sérieux, impose-toi Tony, Tony, si ça c'est ton mode de pensée, si tu veux vraiment pas te faire le mec qui fait la guerre à WWE, mais ne laisse pas ce genre de... et un regard quand même créatif sur ce qui se passe, quoi. Parce que ça, moi je le prends très très mal. C'est vraiment, tu vois, ce genre de conneries, à mon sens, qui va diviser les fans. Qui va diviser les fans, qui va faire des pros AEW et des pros WWE, alors que, merde quoi, Landstorm l'a dit sur Twitter, à un moment, qu'est-ce qu'on veut? C'est pas que la WWE elle coule, on veut que ça marche mieux, voilà, et amener cette concurrence avec du bon catch, etc., qui va susciter l'intérêt pour que les autres, mais c'est pas aller leur mettre, à vouloir leur mettre un coup de pied, mais pourquoi? C'est mauvais, c'est très mauvais, parce que Cody Rhodes, tu t'attends à quoi? Sincèrement, que la semaine prochaine, Triple H, il kidnappe ton chien à NXT TakeOver? Qu'il éclate une poupée gonflable habillée en Bandy Rhodes? Ou qu'il se fasse une teinture blonde, à la limite, tu vois. Il se fait une teinture blonde, ou il bat un jobber, tu vois, qui est coiffé comme toi. Ou ils appellent un autre catcheur Cody, il perd tout le temps. Voilà, comme à l'époque, avec Virgile, qui s'appelait Virgile, Vincent, un peu pour shooter Kennedy, McMahon, un jour pour shooter ton père de Styrod. Oh, je suis un vieux con, hein. Oula, oula, je devais se dire, Suri, quel vieux con. Mais quel vieux con. Mais ça passe pas avec moi. J'ai énormément de mal, ce genre de truc. Et derrière, il y a un match. Alors ok, hein, en termes d'émotion, etc., c'est fort. Et puis, très vite dans le match, tu sens que c'est Cody qui prend l'ascendant heel. Bon, il y a une forte émotion, certes, mais Cody va faire le heel. Cody va faire le heel dans le match, Bandy Rhodes va essayer d'intervenir, il faut qu'elle case une spear. Et faut, punaise, Bandy Rhodes, elle fait 55 kilos et elle porte une spear à Dusty Rhodes, le mec vend, quoi. Dustin, il vend. Il prend la spear, ouais, 55 kilos, ouais, c'est vrai, je tombe. Et Earl Lapner, qui est l'arbitre du match, tu vois, pour rendre le truc un peu, voilà, encore un peu plus jeté, il exclut Bandy Rhodes, les gens, yeah, donc là, la position, elle est bien claire. Cody, il est heel, Dustin est face, parce que Dustin, en plus de ça, il va vraiment vivre le match. Lui, il t'a fait vivre le match comme pas possible. Il se fait un blade job de bâtard. Le blade job de porc. Regarde bien, ça se passe, c'est très très con. Ça se passe dans le moment où Brandy Rhodes, elle va se faire exclure. Qui a eu la spire, etc. Juste avant, il y a eu un coup de la fronde. Enfin, il s'est chopé un coin du ring qui était pas protégé. Enfin, qui était pas protégé, mais encore une petite mousse dessus. C'était pas... Oh, ok. Et là, bim, clac, boum, il prend le truc, il va à l'extérieur, il prend la spire. Et pendant que Brandy Rhodes, tiens, tu dégages, tu vois Dustin Rhodes de dos, hein, bien sûr, mais qui est en train de... Vas-y, il faut que ça pisse. Et pour pisser, ça a pissé. Bah là, il avait juste la moitié du visage rouge en rentrant. Il a fait tuto make-up pour la deuxième, comme ça, en plein match. Tout rouge et un peu dérangeant. Alors je suis un peu dérangé, alors c'est très con, parce que le Sturie adolescent, tu vois, dire ah du sang, trop cool, super, là c'est un vrai match de catch, parce qu'il y a du sang, ah là là, parce que WWF, les années 90, voilà, le sang il était réservé pour les gros matchs, les gros trucs, ah si t'avais un main event où t'avais pas de sang, tu te disais quand même, de 2000 à 2004, là 2005, ouais, c'est pas terrible quoi, là t'as le sang, à profusion. Le mec nous fait une Eddie Guerrero JBL de Judgment Day, là, c'est... je suis pas confort, hein. Les premières minutes sont un peu pénibles pour moi, quand même, de me dire, est-ce que c'était bien nécessaire de faire ça, d'en faire autant, d'aller jusqu'à de mettre autant de couleurs dans le match? Et le drama, tu vois, continue d'avancer, parce que Dustin Rhodes, malgré qu'il pisse le sang, etc., continue d'être combatif. Il a un selling super, tu vois, sur tout le match. Tu sens qu'il y a une très très grande intelligence dans la manière dont le combat a été monté. Ça, c'est à mettre vraiment au crédit, tu vois, des catcheurs. Et à Dean Malenko aussi, qui était producteur sur le match. Hein, voilà. Si je peux caser Dean Malenko quelque part, je le fais avec le plus grand des plaisirs. Arn Anderson aussi, Ronda John maintenant, hein, chez All Elite, hein, attention. Cody, à la fin du match, vu qu'il est frustré, il n'arrive pas à gagner, etc., il n'a pas à passer ses trucs comme il faut, où Dustin se dégage, il y a coup dans les couilles. Coup dans les couilles, on enchaîne avec le Crossroads pour un compte de 2, tu sens que la guerre est déclarée.
que les frères, d'ailleurs avec ce qu'ils se sont balancés avant en promo, bah, notamment de Cody, tu dis bon, voilà, ils sont pas là pour se pardonner, tu vois, ils sont là quand même pour se tuer. Parce que là, oui, là, ça va un peu loin. Ils arrivent à contourner de manière un peu gênante, je trouve quand même, le fait que ça soit un match simple, normalement, et qui est... Enfin, c'est pas un match, les disqualifications comptent, donc bon, Earl Hebner se fait avoir, etc. C'est un peu grossier. Les gros moves arrivent, et finalement, Cody Rhodes l'emporte. Alors, ok, il y a une ambiance qui est incroyable dans ce match. Il y a une ambiance, il y a une émotion. Elle est forte. Voilà, c'est un super... Ben oui, c'est quand même un super match malgré tout. Malgré tous ces trucs sur lesquels je pinaille, ouais, faut pas déconner, ils ont quand même rendu une copie qui est particulièrement attrayante et c'est beaucoup plus que ce qu'on pouvait attendre de ce match. C'est pas un mauvais match, par contre, le bordel de non-sens, notamment sur l'aftermatch, alors ok, c'est hyper émotif de dire Cody, écoute, j'ai un match par équipe contre les Bucks et j'ai besoin d'un partenaire, je dois choisir mon partenaire, mais j'ai pas besoin de partenaire. J'ai pas besoin d'amis, j'ai besoin de mon frère. Câlin, hug, etc. Magnifique, tu vois, en plus avec les images de sang et tout, tu vois, du champ de bataille. Ok, c'est super, putain qui a coupé des oignons, on pleure tous, génial, mais ça ne fait mais alors tellement pas de sens avec la nature violente de leur match juste avant, quoi. C'est, voilà, ça c'est des trucs que tu peux excuser à Mick Foley et à Terry Funk, je pense. Bon, peut-être Dustin, allez, ouais, Dust. Ça me gêne, ça m'a quand même beaucoup gêné, ou alors il fallait pas mettre le low blow. Fallait absolument pas mettre le low blow, ou alors fallait vraiment montrer, tu vois, de l'émotion. Enfin, Cody doit pas arriver en heel, tourner face parce qu'il fait un truc cool pour quelques fans qui vont se dire « Oh, c'est la guerre !» etc. Retourner heel pendant le match, revenir face à la fin en aftermatch. Non, franchement, je signe pas pour ça, quoi. Je vais pas approuver un truc que vous m'entendez sans arrêt reprocher à WWE. Ben voilà, on se dit, je cherche de la cohérence dans les choses. Cody Rhodes, c'est les montagnes russes pendant tout un match. Je vais pas commencer à dire, ah bah c'est super, c'est le match de l'année, c'est le match du siècle, c'est un super match, c'est d'accord, ok, pas de problème, mais voilà, moi je vais pas être convaincu par ce truc, je vais te dire, ok, c'est... Bon, ils ont fait leur kiff, ils se sont fait leur kiff, genre ça sera une fois mais pas deux, mais non, en fait, il y a une série, c'est la télé après, c'est la télé, vous allez quand même pas nous servir des trucs épiques chaque semaine qu'on n'arrive pas à digérer, voilà, c'est à un moment... il y a des trucs un peu plus mid-card, c'est fait pour ça. D'ailleurs, WWE, ils le savent. Bon, ils en feront trop de la mid-card. Tout le monde est en mid-card maintenant chez nous. Plus personne n'est over. Tout le monde fait de la mid-card. Voilà, il y a un équilibre à trouver. Mais si t'arrives et que tu dis, allez, on fait que des 4 étoiles, des trucs... faut le digérer derrière. Bon, ok. Après, il y a une petite pause qui arrive vraiment au bon moment. Dans le show où ils vont changer quand même le mat, voilà, le tissu du ring, là, le tapis, parce que, bon, dégueulasse. Ils vont mettre le tapis rouge. Et c'est la présentation de la ceinture. Et qui donc vient présenter la ceinture, les copains. Il était au Hall of Fame encore le mois dernier. Bret de Hitman Hart. Bret Hart, personne là s'attend à le voir là. Bret Hart qui vient montrer la ceinture. Et il invite Hangman Page avant de la montrer, parce qu'Hangman Page sera un des challengers. Et Hangman Page est coupé, voilà, ils sont coupés dans leur promo par MJF, qui fait un boulot génial. Il va même shooter Bret Hart, là c'était bien. Attention, il y a un fan qui arrive. MJF, gros star power, présence, charisme au micro, etc. C'est pas un gros mec. Il est pas huge, tu vois, mais il a vraiment un truc très différent, et ça y est, je vois plus le Miz maintenant, je vois MJF. Je vois MJF et j'adore ce gars-là. Donc ok, à un moment ça tourne mal parce qu'MJF, ok, il fait ses petites vannes, tout ça, et t'as Jungle Boy qui arrive pour voilà, essayer d'équilibrer, je veux pas dire équilibrer les choses parce qu'en main page est dans le ring peinard, tu vois, mais Jungle Boy arrive en disant arrête de faire le con et laisse le moment important, tu vois. Et Jimmy Havoc aussi arrive, Jimmy Havoc qui vient pour une pop... ok, même Jungle Boy il a pas une pop énorme, puis t'as Alexis Marvez, j'ai dit Marquez tout à l'heure, Alex Marvez, qui fait, alors Jungle Boy si vous savez pas, c'est le fils du regretté Luc Perry, il est censé y avoir un moment excitant, Alex, qu'est-ce que t'es en train de nous faire là? Il commente les fléchettes. Voilà, ouais, c'est un joli 3x20 ouais, qui le repositionne correctement dans ces championnats du monde de fléchettes. C'est du catch, bordel. On est censé être excité, qu'est-ce qu'il n'est pas excitant ce gars-là, enfin bon bref. Donc Jimmy Havoc qui se pointe, là voilà, les gothiques de South Park. Je suis désolé, hein, j'adore Havoc, hein. Mais j'aime bien Havoc, voilà, pareil, dans des salles de 500 personnes peut-être. Ok, bon, Havoc est là, et Havoc qui a quand même, voilà, je le rappelle, éliminé Jungle Boy, on lui mord dans les doigts, tu vois, pas sympa. Hein, il va s'allier avec Jungle Boy pour mettre sur la gueule à MJF, même Hangman Page va descendre du ring, ils vont se mettre à 3 contre 1. Et pendant que ça se bat à l'extérieur du ring, Bret Hart il se dit bon bah il faut avancer, tiens je sors la ceinture, je te la monte là, et puis t'as l'impression que le segment, ok il est arrivé pour souffler après le gros truc qu'on a eu, mais pas
pas bien chef. À part MJF, qui était cool, mais ça fait aucun sens de mettre Havok juste pour mettre Havok avec Jungle Boy, surtout qu'ils se sont foutus sur la gueule avant. Et puis là, tu vois, même la réaction pour Page, quand il va au ring près de Bret Hart, c'est pas ça, hein, c'est pas... Il y a pas le... Ah, moi, ça me dérange, hein, Hangman Page, le push, l'instant de push qu'il a chez All Elite Wrestling, parce que il fait partie du crew original, tu vois, des mecs du Bullet Club qui sont partis sur ce projet. Bah ouais, c'est ça qui me gêne, en fait. Ça me gêne beaucoup de me dire, ok, c'est mon tour, c'est moi en Prums. Prums, j'ai dit Prums, ok, vas-y, prends. Et nous, de toute façon, on écrit nos matchs, donc voilà. Puis on va enchaîner d'ailleurs, voilà, les Young Bucks contre les Lucha Bros pour les championnats par équipe de AAA qui sont défendus par les Young Bucks. Alors les Young Bucks, ok, écrivent, mais s'ils s'occupent des parties de tag, etc., j'ai rien à reprocher, j'ai absolument rien à reprocher à ce match qui est voilà, probablement le meilleur de la soirée. Un bon vieux spotfest des familles, d'un bon 20 minutes, qui a un gros showcase de ce que ces deux équipes peuvent raconter, tu vois, dans le ring, enfin peuvent en tout cas montrer athlétiquement dans le ring, et qui est très différent de ce qui est vu, je pense en ce moment chez WWE, qui, voilà, pour les fans qui sont un peu dégoûtés de ce qui se passe, de comment avance la division par équipe, là vous vous dites, ah mais, truc super, etc. Alors ok, ouais, très bien, voilà. En revanche, voilà, les mecs en effet sont des stars, ils sont connus comme ça, mais quand tu vas être sur le gros réseau câblé qu'on va te découvrir, il y avait pas de, comment dire, il y a pas de hit, c'est face contre face. C'est, enfin voilà, je pense qu'il faut quand même qu'on dépasse, tu vois, un juste cadre de dire on fait des grosses affiches juste pour les fans hardcore, etc. Et juste ça, juste là-dessus, on est garanti de faire des audiences, etc. Mais il faut faire, c'est toutes les semaines après. Hein. C'est garder à l'esprit que ça va être toutes les semaines. All Elite Wrestling, ça va être toutes les semaines. Et toutes les semaines, c'est quoi? C'est les Young Bucks contre les Lucha Brothers, 20 minutes de match. On peut pas faire ça, même une fois toutes les 2 semaines. C'est un peu rude, tu vois, parce qu'ils vont pas faire un match un peu moyen pour donner de la consistance à leur histoire. C'est un match de 7 minutes, t'imagines, entre les Bucks et les Lucha Brothers. Juste pour donner de la consistance à leur victoire, parce qu'il y en a un qui va gagner avec un pied dans les cordes, vote pour faire avancer le Spielblick, ils vont pas le faire ça. Non, si on s'affronte, c'est 25 minutes, c'est comme si on était en main event de WrestleMania tout le temps. Et là, je me suis dit, ok, ben, il reste plus qu'un match, et le pay-per-view est long, on va revenir sur la durée du pay-per-view, il est long, et normalement, il devait y avoir Hangman Page contre Pac dans le truc. Et là, on est sur les 3 derniers matchs, j'enlève l'angle, mais les 3 derniers matchs, c'est plus de 20 minutes, c'est 25 minutes. C'est long match, très très long match, qui aurait tous pu main eventer le show d'ailleurs. Tous. Et on arrive à Jericho contre Omega, le match qui va déterminer le second aspirant à ce nouveau championnat All Elite Wrestling. La ceinture est jolie, voilà, la ceinture ça va, elle est bien. Oui, elle est grosse, le prestige. Super truc avec les entrées. Chris Jericho va annoncer que, un peu plus tard en conférence de presse que c'est Cody qui a eu l'idée de faire des tacles. ça, Cody Rhodes, il joue défenseur, il tacle tout. De toute façon, il tacle les 2 pieds décollés du sol, ça tacle sans arrêt. Donc, des références à la carrière de Chris Jericho, des tacles à la liste Jericho, à Lionheart, etc. Enfin bon, des tacles. Donc ça, c'est des tacles, sans être vraiment des tacles, mais tu sens que c'est pour dire, ouais, nous, on a le nouveau Jericho, les anciens sont du passé. Bon, ok, c'est original, mais... Bon, tu sens, si ça vient de Cody Rhodes, quand Jericho il a dit ça vient de Cody Rhodes, tu sens que c'est pas forcément bien intentionné, c'est pour ça que ça me dérange. Et je vais avoir énormément de mal de se faire avec All Elite Wrestling. Cody, tu vas me gaver, hein, vraiment, tu vas beaucoup me gaver. Kenny Omega, parce que le thème d'entrée, on aimait bien Devil Sky, on s'y était habitué. Et très tôt dans le match, Kenny Omega va se casser le nez. Il se casse le nez, le mec, et il va faire 20-25 minutes avec le nez pété derrière. Par contre, là, la performance, elle est à saluer. J'ai préféré leur premier affrontement au Tokyo Dome, voilà, je préfère être transparent, puis les artifices étaient là aussi pour, tu vois, parce que le match était sans disqualification, c'était un peu huge. Jericho, par contre, j'ai vu que Jericho m'a beaucoup plus captivé dans ce match que Kenny Omega, mine de rien, qui a pas été au-delà, tu vois, de Kenny Omega. C'est pas Kenny Omega... épique de New Japan Pro Wrestling avec des Hiroshi Tanahashi et des Okada. C'était un Kenny Omega, voilà, ok, on est très content de le revoir, ça y est, depuis janvier, c'est quand même. Et Jericho, voilà, bête de charisme, bête de scène, bête de jeu d'acteur, il y a beaucoup d'interactions avec le public, il y a un spot avec un mec qui était habillé en Jésus dans le public qui est à voir, ça c'est... Quel moment pas banal. Jésus, carrément. Ah bon. Et avec le nez et tout, tu vois, ça se justifie quand même bien, parce qu'il va prendre quand même des spots un peu fous, un peu dangereux, tu vois, sur le visage. À un moment, il y a un DDT qui est pas censé être un DDT, je sais pas, il rate un truc. Même Jim Ross dit c'est le pire DDT que j'ai vu de ma vie. Alors, venant de Jim Ross, je sais pas si c'est à prendre bien, tu vois, correct.
Et c'est, alors, parce qu'il tombe vraiment sur la gueule, Kenny Omega, mais il fait le tomber derrière. Là, et les commentateurs rattrapent le truc en disant, ouais, c'est une réaction d'orgueil, etc. Et Jericho vend sans aucune raison. Enfin, en termes de Select, c'était un peu particulier, mais dès qu'il y avait un truc qui touchait de près de loin au visage de Kenny Omega, c'est... Ah, y a émotion, tu vois. Et la victoire de Jericho fait sens, elle est clean, finalement, elle est clean. Le Code Breaker est arrivé, là, je sais plus, je crois qu'il fait Code Breaker, et il enchaîne avec son nouveau finish, apparemment, qui est un back elbow. Et il a pris un peu le coup de coude de Andrade Cien Almas en le faisant un peu moins bien. Voilà, Andrade Cien Almas le fait super bien ce coup de coude, et là c'est le Judas Effect. Voilà, donc t'as vu Judas, Jésus, t'es... Quand même beaucoup de symboles chez All Elite Wrestling, qu'est-ce qui se passe? Donc Jericho est challenger, il ira affronter Hangman Page probablement à All Out, le show qu'il y aura à la fin de l'été, à Chicago, hein, voilà, petite lumière pour se dire, il y a un catcheur de Chicago qui va arriver, je ne dis rien, je ne dis rien. Je suis pas au courant de toute façon, donc je dis rien. Jericho prend le micro, voilà, dit aux gens que la structure, elle n'a pas été créée pour eux, elle n'a pas été créée pour les fans, elle a été créée pour lui. Tout le monde doit lui dire merci, tu vois, enfin, le Jericho un peu pédant, comme à l'habitude, et arrive du public de nulle part, voilà, il est arrivé, comme il était fortement pressenti, mais je me suis dit, il serait venu, ou pas. Je reste quand même sur un avis globalement positif de ce show, attention, hein, j'ai cassé du sel, mais voilà, hein, ça reste quand même. Dean Ambrose arrive, Mark Moment, etc. Internet explose, la foule explose. Dean Ambrose, donc John Moxley désormais, attention, il va falloir s'y habituer. Il arrive du public, c'est Dirty Deeds sur Jericho, Dirty Deeds sur l'arbitre, échange avec Kenny Omega. Il veut aller sur un Dirty Deeds avec Omega, Omega l'esquive. Ils se battent dans le public un petit peu, il va quand même le poser à la fin sur une pile de gros jetons, je vois qui était dans le stage de le décor. John Moxley arrive et crée un impact, et là tu sais que si t'as Jericho pardon, qui part sur Hangman Page, Omega tu vois il a de quoi s'occuper avec John Moxley. Et Moxley donc est bien signé par All Elite Wrestling avec des autorisations pour apparaître du côté du circuit indépendant, voilà. Ça va faire attention quand même les apparitions dans le circuit indépendant, le mec c'est votre cross star, vous lui filez tellement de pognon, et... allez le laisser apparaître dans le circuit indépendant, j'espère que ça sera très sporadique, bah pour pas voilà, buter du momentum, en disant, voilà, dire l'exclu, il est chez nous, tu vois, si... Ah, il faut aller où? Chez All Elite Wrestling pour voir Dean Ambrose? Bah j'y vais, tout ça. Il est aussi chez Game Changer Wrestling, c'est accessible, ça, c'est des petites salles. Bah, je vais aller là-bas plutôt, je m'embête si c'est juste Ambrose que j'ai envie d'aller voir. C'est un peu le truc qui me gêne et qui, voilà, quand t'es gros comme ça, quand t'es gros, tu te prétends être un peu gros, tu vois. WWE sur les exclusivités, ok, de temps en temps on fait un petit cadeau avec un catcheur indie qui va chez Evolve, chez Progress, chez OTT. Ça passe, ça suscite des bonnes réactions, et puis les mecs seront pas encore des stars établies. Ils vont pas envoyer AJ Styles faire un match chez TNA pour dire, bah voilà, pour la nostalgie, il vient de là-bas, allez, va affronter, je sais même pas qui y a chez Impact, va affronter Brian Cage. C'est dangereux en plus, il risque de se blesser. Enfin bon, bref, on va affronter Falaba. Voilà, Falaba et J Styles. Oh, on va être content. Ouais, et puis le dernier point, hein, parce que bon, globalement, le show est cool, hein, tu vois, porteur d'espoir quand même, de fou, pour les wrestling, hein, voilà, mais après, comme je dis, hein, je vais pas les brosser dans le sens du poil, sur des détails que je reproche à WWE, hein, comme la longueur du show. Kick-off inclus, on n'est pas loin des 5 heures. C'est un peu long, hein. C'est un peu long et des très longs matchs, beaucoup de longs matchs. Bref, c'est 5 heures, voilà. C'est 5 heures et ça a été long par endroits. Ça a été long. Il y a pas mal de matchs qui auraient pu être raccourcis, tu vois. Même quand t'as des grosses affiches du côté de New Japan Pro Wrestling, les matchs, à part les gros main events, sont longs, mais justifient leur longueur par le prestige qui les entoure. Le show du Tokyo Dome, en effet, hein, c'est quand tu mets tout bout à bout, c'est 5 heures aussi. Hein, c'est long cette affaire, c'est long, même plus des fois. C'est long, c'est très long, d'accord, ok. T'as beaucoup de matchs, là il n'y aurait pas tant que ça. Il y a des choses qui auraient pu être raccourcies, je pense en effet qu'il y a des choses qui auraient pu être raccourcies. Tout l'angle avec Randy Rhodes par exemple, ça aurait pu être raccourci. C'est, voilà, puis même voilà, il y a 5 heures quand même, c'était vachement long, mais ça termine quand même sur une super note. Et puis je pense que voilà, pour ce premier show, vu que c'est une première, c'est vrai que c'est un peu, là c'est peut-être aussi de la mauvaise foi, tu vois, de ma part, de parler de la longueur du show, parce que voilà, c'était attendu, et t'as voilà, une espèce de curiosité certaine autour de ce produit, qui en effet a beaucoup de prétentions. Donc à un moment, voilà, si tu veux bien présenter tes choses, en effet, tu vas prendre le temps de le faire, mais le temps, il a été donné à Cody, aux Young Bucks, à Omega, voilà, à Hangman Page qui a eu un segment en plus de sa participation dans la bataille royale. Je suis voilà, puis il va y avoir cet équilibre overness, le fait que les mecs vont booker leur victoire, enfin ils vont s'auto-booker eux-mêmes
Tu vois, dans le truc, c'est le trop-plein de liberté créative m'effraie beaucoup, en fait, chez All Elite Wrestling. Parce que à un moment, quand t'es catcheur, tu veux que le meilleur pour toi et faire des choses épiques. Et je me rappellerai toujours de cette phrase en interview qu'avait donnée Barry Horowitz, un grand jobber des années 90 chez WWF, qui a eu un petit run, il a gagné un match, enfin, qu'est-ce qui se passe? Et Barry Horowitz qui avait déclaré... si on m'avait donné les moyens, j'aurais pu être Shawn Michaels chez WWF. J'aurais fait au moins aussi bien que lui. J'espère juste que c'est pas rempli de Barry Horowitz chez All Elite Wrestling, parce s'ils vont tous avoir leur moment où ils vont être champions, etc., que tout le monde va briller, que tout le monde va être récompensé, non. Non, 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 non. Et surtout, enfin, les 4 mecs à la tête du truc qui vont s'auto-écrire, ça m'effraie beaucoup. Ça m'effraie pas mal, tu vois. J'ai beau râler sur Vince McMahon, qui en effet il a ses chouchous, bien sûr, c'est un business de relations, mais j'aurais quand même préféré que le créatif, tu vois, soit. Enfin, que l'équipe créative soit quand même externe et que les catcheurs viennent parler. Enfin, qu'il n'y ait pas un mec après qui prend les. Il fait oui, je tranche tout, ou alors Cody, si tu veux faire ça. J'espère pas te voir catcher tout le temps et te voir avoir tous les moments épiques et cultes de la structure que tu as monté, s'il te plaît. Voilà, tu peux. J'ai beaucoup plus de respect, par exemple, pour Tony Khan, là aujourd'hui, qui essaye vraiment d'être dans l'ombre, qui est là en interview, qui est sympathique, qui part vraiment plein de bonnes attentions et qui a un super discours, je trouve. Après, le discours est pas forcément cohérent avec ce qu'on voit dans le ring, malheureusement. Puis WWE, quelque part, voilà, tu peux pas aller dire on va leur faire la guerre. WWE, ils peuvent faire des conneries aujourd'hui. Ils ont 40, 50 années, tu vois, d'existence derrière eux, de legacy. Hein, tu vois, les Elite Wrestling viennent d'arriver. Voilà, eux ils peuvent faire des conneries. Au Elite Wrestling, voilà, moi je vais être transparent, les amis. Hein. À chaque fois que je vais en parler, c'est pour ça que cette review est longue, parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire. C'est historique ce qui s'est passé. Mais vous attendez pas à ce que je dise ah, Elite Wrestling c'est mieux, regardez plus WWE. Non, si je me montre critique envers WWE, je le serai tout autant pour Elite Wrestling, comme j'espère l'être également quand je parle de New Japan. Hein, donc voilà, les amis, c'est tout. Je referme la page Double or Nothing, et comme je disais ouais, pour cette toute fin de vidéo, sur mon annonce de tout début, là je vais couper mes activités sur YouTube pour les jours et semaines à venir, parce que malheureusement j'ai été frappé là il y a voilà, pas plus tard qu'hier, par un grand drame, les grands drames de la vie. Donc je dis moi, mais c'est Ludivine et moi bien entendu qui sont concernés là-dessus. Alors là, donc voilà, on a perdu quand même quelqu'un de la famille de très très important. Et ouais, je vous fais cette vidéo parce que voilà, je tenais quand même à rester authentique avec vous et vous en parler là. Puis je vais être honnête avec vous, je suis encore dans une phase où je réalise pas trop. Donc enfin pas assez, tu vois, parce que je suis pas encore sur place, tu vois, pour voir tout ça. Et je sais que les jours à venir vont être plutôt durs et je vais pas, enfin je sais pas, je vais pas dire que je vais pas avoir la tête au catch parce que finalement même cette nuit regarder du catch m'a bien aidé à penser à autre chose. Le fait là de m'occuper à vous faire la vidéo, le montage m'occupe également, voilà, parce que pour l'instant je suis un peu dans une situation où je suis impuissant par rapport à tout ça et là, voilà, les jours à venir, je regarderai du catch, mais je pense que je le commenterai très très peu. Donc, de toute façon, je vais pas être dispo pour les 3 CFM au moins des 2 prochaines semaines. Vous avez Norbert et Rabi avec vous, voilà, qui commenteront l'actualité du catch. Voilà, par exemple, il n'y aura pas de sur Stradamus et de qu'est-ce qui s'est passé pour le prochain NXT TakeOver. Peut-être on fera quelque chose pour l'incroyable show en Arabie Saoudite, c'est un super showdown, et l'odieux, immonde Dominion de NJPW qui arrivera le même week-end. Je vous garantis rien parce que les jours à venir vont vraiment me servir de recueil. Je suis très touché par ce qui s'est passé, donc voilà, après je sais qu'il y aura du soutien, hein, voilà, si vous l'écrivez c'est gentil, mais vous n'êtes pas, voilà, il n'y a rien qui vous oblige, je sais que vous allez y penser, c'est quand même pas simple, et puis je voulais pas vous en parler en début de vidéo pour vous plomber l'ambiance direct, en disant ah qu'est-ce qui lui arrive à Sturie. Mais bon voilà, moi je suis transparent avec vous et je vais pas créer de l'inquiétude si vous savez pas pourquoi il n'y a pas de Sturie là dans les jours à venir sur les réseaux, sur YouTube, voilà. Vous êtes entre bonnes mains, il y a Norbert, il y a Rabi, les soutiens sont les bienvenus par Utip, allez regarder des pubs, voilà, c'est bien, en plus ça vous coûte pas d'argent. Allez regarder des publicités. Sur ce, je vais vous souhaiter une agréable soirée, je vous dis à je ne sais pas quand pour le moment, c'était Sturie, ciao bye bye.